Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live talk que nous avons co-organisé avec Innovo, où les entreprises romandes partagent leurs expériences sur la reprise des activités et les nouvelles réalités du numérique, et puis répondent à vos questions. Alors nous avons l'immense plaisir d'avoir parmi nous Jean-Michel Chardon, qui est Head of Artificial Intelligence, CTO Office and Site Leader de Logitech. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Vous avez rejoint Logitech il y a plus de 20 ans, une société qui est bien connue, ouais ça date, puis on la connaît bien cette société, donc dans le matériel informatique et logiciel. Et puis vous dirigez aujourd'hui le centre d'innovation de Logitech sur le site de l'EPFL Innovation Park et qui compte presque 300 collaborateurs. Alors Jean-Michel, comment est-ce que vous avez géré cette crise au sein de Logitech ? Je vais peut-être commencer de manière un peu globale. C'est un peu comme tout le monde, c'était la surprise. C'est pas que l'entreprise a eu des plans de catastrophe déjà prévus. Mais très tôt cette année, au mois de janvier déjà, notre usine en Chine a dû fermer ses portes. À savoir qu'on produit à peu près la moitié de nos produits dans notre propre usine, l'autre moitié étant sous-traitée. On a été, je pense, pas seulement chanceux dans cette aventure. Déjà, depuis 2 ans, on avait commencé à diversifier notre supply chain pour aller... en fait, répondre à la guerre des tarifs entre la Chine et les US. Donc, on avait déplacé une partie de notre production chez les partenaires au Vietnam et en Malaisie. Donc, ça a aidé un peu à absorber les choses. On a eu la chance aussi d'être dans le métier du consumer electronics, de faire des périphériques d'ordinateurs qu'on a fini par utiliser d'autant plus en travaillant à distance. L'impact a été quand même assez fort étant une entreprise globale, à savoir qu'on bouge 3 millions de produits par semaine de par le monde. Donc, une fois qu'on ferme l'usine, ça tombe très très vite. La supply chain étant courte aussi. C'est pas qu'il y ait beaucoup d'inventaire non plus. Et après, il faut très rapidement remonter l'usine qui a réouvert, je crois, en mars, si je ne me trompe pas. Donc, on a été fermé pendant 2 mois quand même. On a quand même à peu près 90 bureaux de par le monde. À un moment, au pire, je pense, on était 70 bureaux à être fermés. Là, il y en a, je pense qu'il y a encore une trentaine qui sont fermés. Donc, gentiment, ça tourne pour le meilleur. Je pense qu'on a eu le privilège en Suisse d'être dans un pays où la crise a été bien gérée. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a retrouvé en partie nos activités sur la maison mère, sur le campus de l'école. On tourne aujourd'hui à 50% de capacité, même si c'est pas rempli. Mais en tout cas, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. On a réussi à travailler depuis la maison sans trop de problèmes. Ensuite, comment est-ce qu'on l'a géré? Je pense que c'était business first, évidemment. Il y avait ces questions de supply chain en particulier. Mais après, c'était les employés d'abord aussi. Et là, je pense que ça a mis en évidence le quotidien de tout un chacun, les parents à la maison avec des petits-enfants, les gens qui habitent en milieu urbain, qui ont des voisins, qui n'ont pas forcément la place, etc. Donc, tout s'est opéré dans le respect de la vie des gens, leur donner beaucoup de flexibilité sur les horaires de travail, l'endroit, donc toujours préserver leur santé d'abord, les inciter à travailler à la maison. Mais même aujourd'hui, les gens ont totale flexibilité de travailler à un endroit ou à un autre. Vous avez notamment embauché durant cette période. Comment justement on réussit l'intégration d'un nouveau collaborateur qui fait son premier jour à la maison? Alors c'est étrange, on en a plusieurs qui nous ont rejoints il y a 2 mois de ça, qui n'ont pas encore mis les pieds au bureau. Mais je pense que ça s'appuie sur les mêmes principes que d'habitude. C'est vraiment la collaboration entre le manager et les ressources humaines, de manière à établir la relation avec le nouvel employé. C'est aussi à avoir le bon équipement chez soi, leur fournir le bon équipement aussi. Donc on a fait en sorte que les gens reçoivent à la maison leur laptop, leur Natel et le pack de productivité et de communication. Et après, je dirais que c'est over-communication. Donc en particulier, on a accueilli 2-3 personnes dans notre groupe. C'est vraiment faire un plan de onboarding qui soit vraiment détaillé, s'assurer que les gens arrivent très vite à se familiariser avec l'entreprise, sa structure, sa manière d'opérer. Et surtout, on est très organique. Chez Logitech, c'est très latin, on va dire, c'est très social. Donc, le succès dépend beaucoup des gens que vous connaissez. Donc, c'est s'assurer que le nouvel employé connaisse les bonnes personnes qui vont être leurs partenaires
voilà, donc c'est beaucoup de temps en Zoom, en fin de compte, pour ces gens-là. A priori, mais c'est une bonne pratique. Je pense que ça ne fait que renforcer ce qu'on devrait faire de toute façon. Et sur la base du retour que j'ai, en tout cas des 2 nouvelles personnes qu'on a engagées dans le City Office, ça s'est fait de la manière la plus smooth possible, quoi. C'était vraiment fait en douceur. Ce qui est plus dur, par contre, je dirais, ce qui est peut-être le plus dur aujourd'hui, c'est le recrutement, en fait. Parce que autant nos recruteurs ont l'habitude effectivement que de converser avec les gens à distance, il y a forcément un moment où vous allez chercher à faire venir la personne, avoir l'opportunité que de faire connaissance, de pouvoir lire le body language de la personne. D'un autre côté, leur faire envie de nous rejoindre en leur montrant en fait le bâtiment, le cadre dans lequel on travaille, comme vous le voyez peut-être ici. Là, on ne peut pas forcément le faire. Là, on ne peut pas forcément le faire. On est en pleine période de recrutement d'apprentis en électronique et informatique. Et on a besoin de les faire venir. Chez Logitech, vous avez cette culture du télétravail, hein, vous le disiez tout à l'heure. Mais comment on fait, qu'est-ce que vous avez mis en place pour créer à distance? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques? On va revenir sur le sujet des outils, mais d'abord sur la culture du télétravail. Je pense qu'elle est assez nouvelle pour nous en Suisse. Si je fais le parallèle avec nos collègues aux US, où j'ai passé du temps, etc., les gens ont beaucoup, pour d'autres raisons purement pratiques, hein, les gens ont des temps de trajet énormes pour venir au travail. Donc c'est vrai que les gens ont souvent l'habitude de travailler 1 ou 2 jours par semaine depuis la maison. Chez nous, ce n'était pas tellement le cas. De nouveau, on est des animaux sociaux. Je ne sais pas si c'est la culture européenne, la culture d'entreprise, le mélange des deux. Mais on aime se retrouver, on aime être ensemble. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça a été un apprentissage qui au final se révèle positif que de découvrir les bienfaits, les mérites de pouvoir travailler depuis la maison aussi. D'ailleurs, quand je dis depuis la maison, c'est pas forcément depuis la maison, ça peut être, on a des collègues qui font des brainstorms dans les parcs à Vidi, donc c'est aussi en dehors du travail. Maintenant, ce défi pour une boîte d'innovation, c'est pouvoir créer ensemble. Tous nos projets sont des activités interdépartementales entre le design, la gestion du produit, la gestion du projet, les gens de technique. Et ça, c'était un peu le plus difficile. Autant les projets en cours, qui sont en mode d'exécution, le faire à distance, c'est des réunions agendées, il y a des plans de travail, il y a des budgets, ça c'est assez facile. Mais que de pouvoir créer cette spontanéité qui est requise pour l'innovation. Pour moi, l'innovation, c'est pas quelque chose qui s'agende, c'est quelque chose qui arrive de manière... on peut plus le laisser à la chance ou au heureux hasard, mais on a réussi à faire preuve de génuité. Donc c'est clair qu'on a vraiment utilisé Zoom. On connaît, parce qu'on est dans les systèmes de collaboration, on connaît tous ces services. En interne, depuis longtemps, on fait usage de Zoom. On le faisait usage, comme on le fait maintenant, en vidéo simple, les conversations. Mais on a découvert toutes les autres fonctionnalités de Zoom, que ce soit les polls, les webinaires, les breakout rooms. Ça, c'était une chose. L'autre chose, on a essayé de trouver des outils qui permettent de co-créer en ligne de manière synchrone ou asynchrone. On s'est essayé 1 ou 2 produits qui s'appellent Miro ou Mural. Je pense essentiellement ils sont très, très, très similaires. Mais c'est vraiment l'outil de base qui remplace le post-it et le mur blanc qu'on a l'habitude d'utiliser quand on fait des brainstorms, quand on fait des classifications d'idées, quand on arrive à définir vraiment l'opportunité sur la base des consumer insights. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a pu aussi innover. Comment aller chercher l'inspiration auprès des utilisateurs. On ne peut plus forcément aller chez eux nécessairement, mais les inviter en ligne dans des forums, ça s'est fait. Après, je peux donner un ou 2 exemples d'événements peut-être ou d'initiatives qui ont été prises. Encore hier, j'ai pu participer au jury d'un hackathon. Donc, un de nos groupes de R&D à Lausanne a organisé son premier hackathon sur une semaine en virtuel. Alors, ce n'était pas le but, mais ils ont relevé le défi, ils ont embrassé la différence et il se trouve que sur une semaine, 4 équipes de 5 ou 6 personnes ont réussi effectivement à collaborer en temps réel avec de nouveau l'usage d'outils comme Mural ou Miro. Donc ce qui est intéressant là, c'est que il y a toujours un artefact de votre brainstorm qui est à disposition en ligne. Quel que soit le moment où une idée arrive, il y a un moyen de pouvoir l'ajouter et la partager avec d'autres.
Après, je pense qu'on a aussi fait usage de la poste. C'est bête, mais quand on est dans les phases préliminaires d'un projet où on passe à travers énormément de prototypes, que ce soit purement des formes ou des premiers prototypes fonctionnels, on a fait énormément usage de la poste pour se les partager en fait. En Suisse, ou étant donné qu'on travaille pas simplement avec nos collègues en Asie ou aux US, ben, entre continents. Donc on s'est donné cette flexibilité, cette agilité à travers des outils, mais aussi la logistique de la poste. En tant que manager aujourd'hui, quel est le plus grand challenge? Je dirais manager ou site leader, ce qui est peut-être un peu différent. C'est vrai que j'ai une équipe qui me rapporte, mais je me sens aussi responsable des 300 collègues qui sont sur le site. Alors je pense qu'en tant que manager, pour moi, ça a été de créer le lien social entre nous. On s'est probablement plus vu en 3 mois, enfin sur 3 mois que presque au quotidien, plutôt que d'être caché dans une salle de conférence ou passer de salle de conférence en salle de conférence. On s'est agendé des moments dans la journée, dans la semaine pour se retrouver, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons purement sociales. Tous les matins, j'avais un café virtuel avec qui voulait bien venir, et c'était toujours l'occasion que de parler d'autre chose en fait. Et pour beaucoup qui étaient coincés à la maison avec 2 jeunes enfants, qui n'avaient pas eu l'opportunité de parler à un autre adulte que leur époux pendant un mois, c'était sympa d'avoir quelqu'un d'autre avec qui converser. Ça, c'est juste. Après, un autre défi pour moi, c'est en fait de retrouver, d'inciter ou d'inviter mes collègues à revenir au travail en fait. Comme je le disais avant, pour beaucoup, ça a été un peu une révélation que de se dire que oui, c'est aussi possible de travailler à la maison, ça a ses avantages dans la gestion du temps, dans la capacité de se concentrer peut-être sur de plus grandes durées. Et du coup, j'ai invité mes collègues à se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que le bureau? Est-ce que c'est la table qui nous a assigné et qui nous a assigné? Ou est-ce que c'est le bâtiment? Si c'est le bâtiment, quelles seraient les raisons qui nous inciteraient à y retourner? Et, à travers les sondages, je me suis rendu compte que les gens avaient potentiellement l'envie de travailler 3 fois plus souvent à la maison. Mais qu'ils retrouveraient volontiers le chemin du bureau, donc du bâtiment, principalement pour des raisons sociales. De nouveau, c'est ce besoin de se connaître, de construire ou même de maintenir cette connaissance de l'autre, parce qu'en fin de compte, c'est une question de confiance. Je pense on en a besoin, étant donné qu'on est tellement dépendants les uns des autres. Après, c'est aussi cette réflexion de se dire, mais pourquoi est-ce que je vais au travail? À quoi ça sert? Est-ce que si c'est pour faire de l'email au travail, autant le faire à la maison? Par contre, si c'est pour faire des réunions de type projet, justement, donc de créativité, d'idéation, là, on se doit d'être ensemble. C'est en entendant les autres qu'on arrive à construire une idée plus grande que la sienne. Ça va être le grand défi. Donc, ramener les gens au bureau et faire du bureau, le bâtiment maintenant, un endroit qui soit propice aux activités qui se doivent d'être conduites en groupe, en fait. La dernière question que j'avais un petit peu, c'était comment vous imaginiez le futur des collaborations de manière générale. Vous avez en partie répondu à la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ou quels outils vous auriez besoin, ou est-ce qu'au final d'avoir des grands bureaux, est-ce que c'est encore nécessaire? Enfin, voilà, remettre un petit peu en cause ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'il y a déjà une réflexion qui doit s'opérer on se doit de le faire. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà juste du télétravail, flexibilité de l'endroit où on travaille. C'est vraiment comprendre, mais quelle activité peut-on conduire en solo ou en groupe? Si c'est en groupe, où est-ce que ça se fait le mieux et quand ça se fait le mieux? Si on donne à tout le monde carte blanche, on va se rater en fait. Moi j'ai peur qu'on va se rater dans l'espace et dans le temps. Donc il y a certaines normes, de mon point de vue, il y a certaines normes qui doivent être établies. Elles ne sont pas très compliquées, je pense. Que ce soit des choses aussi simples que de se dire les réunions en one-on-one se font via Zoom depuis la maison, donc essayons de faire ça sur une journée le lundi, c'est ce que je fais maintenant par exemple. Donc de se donner un calendrier, on va dire, sur le jour, la semaine et le mois, s'assurer que les gens soient présents ou disponibles plutôt quand les autres ont besoin d'eux. Donc ça c'est une première chose. Après, dans les outils, je pense que la vidéocollaboration comme on le vit maintenant est bien, mais elle ne remplace pas, si on était en one-on-one, il me manquerait quelque chose. Cette notion d'authenticité, de présence me manquerait. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler maintenant, de pouvoir ramener cette proximité, ce détail, cette capacité à lire les réactions des autres. Après, dans un autre registre peut-être,
commencer à... Oh, il y a une solution, des solutions intéressantes aussi qu'on a essayé, une solution qu'on a essayé qui s'appelle Video Window. C'est d'imaginer d'avoir en permanence une vue sur un site qui est à distance. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir une fenêtre dans laquelle on puisse venir guigner et interpeller quelqu'un pour avoir une conversation spontanée. Voilà. Ça peut être non. Notre CEO le fait à sa manière, dans le sens où son Zoom est allumé toute la journée, on peut l'appeler quand on veut. Il y a peut-être une queue, il va peut-être le prendre dans l'ordre. Mais il y a un moyen de se rendre disponible, c'est peut-être ça. Après, il y a effectivement des opportunités de faire usage de réalité virtuelle et de réalité augmentée. On a entendu la semaine dernière Inverse et d'autres partager un peu leur développement technologique. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste un peu, comment dire, un peu gadget, on va dire. Ça peut être perçu comme étant un peu superficiel. C'est vrai qu'il y a des applications de collaboration, on peut se retrouver virtuellement dans un espace commun. Mais les gens ressemblent encore trop à des personnages de dessins animés. Donc on perd de nouveau cette notion de présence. Oui, c'est Delphine que je connais et pas son avatar. On travaille là-dessus avec les plus grandes sociétés du domaine. Il y a des moyens aujourd'hui de rendre des avatars réalistes. C'est un peu l'hologramme, le rêve de l'hologramme. Il y a aussi des explorations dans la capture vidéo en 3D, donc c'est une chose de se voir, c'est encore une autre chose de voir un objet et de pouvoir tourner autour. Quand on fait du produit, nous, c'est essentiel de pouvoir faire une revue du proto, par exemple, ou avec un journaliste de pouvoir leur démontrer le produit. Donc là, je pense qu'à terme, il y aura des opportunités en réalité virtuelle que d'amener, je pense, un niveau de connexion qui est tout aussi bon, voire meilleur que ce qu'on peut faire en présentiel alors qu'on sera à distance. Merci beaucoup. Nous allons maintenant laisser place aux questions des participants. Alors, si vous voulez prendre la parole et vous présenter, c'est à vous. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup, Monsieur Chardon, pour votre témoignage. C'est super intéressant d'avoir des retours du terrain comme ça. Avec plaisir. Comme vous l'avez bien dit, c'est vrai que cette crise a eu pas mal d'avantages, nous a forcé un petit peu à innover, à tester des nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément pris le temps de faire. Ma question est, qu'est-ce qui, selon vous, est de l'ordre de l'expérimentation aujourd'hui, et qu'est-ce qui va rester sur la durée de façon pérenne? À quoi va ressembler la nouvelle norme, et quels sont les méthodos, l'organisation et les outils qu'on va voir s'inscrire dans la durée sur la prochaine. Ouais. Petite observation qui ne sont pas forcément sur notre propre personne ou société, mais des sociétés partenaires qui sont des sociétés dans le digital, qui sont dans le web, des sociétés qui sont dans la Silicon Valley, avec qui je conversais. C'est étonnant de voir le peu d'usage qu'ils faisaient de la vidéoconférence. Il y a beaucoup de sociétés qui font usage de Zoom ou de VoIP Phone, etc., mais toujours pour la voix. Et en fait, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour la vidéocollaboration. Alors, je suis toujours prudent parce que c'est vrai que ça fait des années qu'on le fait. Toute salle de conférence chez nous est équipée pour, c'est notre métier, c'est notre business, mais on n'est pas du tout représentatif, je pense, de la norme, et même de grandes sociétés qu'on pourrait penser être dans le high-tech n'en font pas forcément usage aujourd'hui. Donc ça c'est un premier aspect. Pour nous, après, c'est vraiment cette réflexion de dire, mais quel est l'usage la définition du temps de travail et de l'espace de travail, de complètement repenser le work from office, work from outside the office, c'est pas forcément de la maison, ça peut être ailleurs. Moi, je peux imaginer que ce qui était, on va dire l'exception, j'ai des collègues qui travaillent le vendredi depuis le Starbucks, ça va devenir une norme, ça peut devenir une norme. Je m'attendrais à ce que des espaces publics ou des coworking spaces deviennent un peu plus communs, on va dire, parce qu'ils sont plus près de chez soi, parce que ça nous expose à d'autres points de vue, à d'autres personnes, une autre dynamique, etc. Donc je pense que ça va beaucoup fluidifier les choses. Une chose toute simple, je pense on réalise aujourd'hui que notre force de travail n'a pas besoin d'être locale non seulement, donc c'est pas une question de offshoring. Et si je regarde en Suisse, on a des membres d'équipe qui sont en Suisse allemande. Alors, dans le passé, on avait peut-être une certaine réticence, de peur de ne pas les voir suffisamment souvent. Aujourd'hui, on s'est démontré à nous-mêmes que c'était tout à fait faisable. Et je pense qu'on va se permettre d'aller chercher du talent au-delà du rayon des 10 km du bureau.
Ça, c'est un truc qui est d'autant plus évident aux US, où on a tendance à engager les gens dans la baie, alors qu'il y a du talent à travers tout le pays, qui n'a pas besoin d'être présent non plus. Donc ça, je pense que dans le profil de la force de travail, on va être beaucoup plus distribué. Je pense que le point de vue immobilier, presque, ou agencement d'intérieur, on se doit de repenser l'agencement de nos bâtiments. Et après, la notion du type d'activité, selon l'endroit et le temps dans la semaine, se doit d'être normalisé. C'est ce que je suggérais avant. Voilà. Moi, je pense que le défi, ce que j'essaie d'amener chez nous, c'est cette réalisation. Je pense qu'il y a un laps de temps qui va être très court, où on peut vraiment essayer de prendre de la distance de la situation, d'en retirer les apprentissages de manière à pouvoir passer à une version ultérieure ou supérieure, on va dire. Et si on ne le fait pas, soit ça va être le status quo, puis on reviendra à nos bonnes vieilles habitudes une fois que, voilà, ce qui serait dommage. Ou pire, moi c'est ce qui me fait le plus souci, c'est que de par la situation, on se retranche sur soi-même. En tant qu'individu ou en tant qu'équipe, c'est très difficile, ça prend énormément de temps pour toute une société. Je pense que de développer une culture d'innovation qui se repose sur la multidisciplinarité des points de vue et des compétences, si on ne se voit plus, si on n'est plus en contact, j'ai peur qu'on perde ça en fait. Et c'est pour ça que depuis 3 mois, on over-communicate, on surcommunique sous toutes les formes, des formes courtes, des formes longues, pour justement s'assurer que les gens se rappellent qu'ils ont des ressources ou des compétences auxquelles ils ont accès, ou qu'il y a de nouvelles personnes qui rejoignent l'organisation et qu'ils sont là au même titre que les personnes qui sont là depuis des années. Attends, je peux peut-être offrir une autre perspective, une chose qui est une nouvelle considération pour nous, c'est que autant il y a 6 semaines, on était tous dans le même marasme. Je pense qu'on vivait tous la même situation, plus ou moins, à travers nos différents sites, donc les différentes géographies. Aujourd'hui, il y a un écart qui se creuse. Les choses ont été suffisamment bien gérées en Suisse, en Europe de l'Ouest, pour qu'on ait pu retrouver une certaine norme. Sauf que mes collègues qui sont en Inde aujourd'hui se prennent la vague d'infection en pleine face. Ils vivent dans des situations très différentes des nôtres. Ils n'ont pas le loisir ou que d'avoir un logement à soi où on peut se réserver un coin, si ce n'est une pièce, pour travailler depuis la maison. La notion de distanciation sociale dans des métropoles comme Chennai et autres, c'est très difficile à implémenter. Donc en fait, les gens se retrouvent vraiment en lockdown. Sans avoir la possibilité que de retrouver au bureau. Même l'infrastructure. Nos collègues en Asie n'ont pas accès à les mêmes connexions Internet que nous, par exemple. Donc là, il y a un fossé qui se creuse. Je vois la même chose avec les US. Les US, on en parlait avec Delphine il y a 10 minutes, me font souci parce que c'est le fédéralisme sous sa pire couture, je dirais, où chaque État a ses propres politiques, mais chaque comté au sein de l'État a aussi sa propre politique. Un comté, c'est bien plus petit qu'un canton chez nous. Donc, il y a un manque d'information, il y a une confusion générale qui rend les choses très difficiles quant à la planification d'un retour éventuel, de savoir quand est-ce que les gens seront à nouveau disponibles sur site ou quoi que ce soit. Donc là, pour moi, c'est une nouvelle phase dans laquelle on est rentré, c'est que de gérer cette diversité, on va dire, de situations. Et puis après, de notre côté, peut-être, je pense qu'on est aussi rentré dans une phase qui va... Autant sur les 6 dernières semaines, on a réussi graduellement à retrouver une certaine norme. Je pense que le niveau d'occupation aujourd'hui sur site est limité à 50%, et ça va le rester pour un moment, de manière à se donner le temps d'en tirer les apprentissages, j'espère qu'on puisse, mais aussi d'attendre que nos partenaires dans les autres pays nous rattrapent aussi, quoi. Voilà. Bonjour. Sorry, I will ask the question in English if it's not a problem. You mentioned before the facilities that the new norm of working from home and facilitating everyone. I know that in US, the big tech companies, even though they have asked their employees to work from home,
they are somehow restricting them from moving to another state. For example, if we are in California, San Francisco, for example, has quite high rent. People are considering of leaving the city and moving somewhere else. However, the government is not really supporting the people towards this direction, because they're saying that the companies will be taxed based on how many employees they have in the state. So how do you see this for the people that work in Switzerland? Do you see that maybe people will want to move to another canton or to another country and again work for you? Do you think this could be a challenge that you will be facing later on in terms of taxation? I don't know how the rules are here in Switzerland. So I'm I don't hearing know the challenges that they have in US. Ouais. So I just want to see how it is for here. You mind if I respond in French? Oui. Okay. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste en matière de ressources humaines, de taxation ou de droit. Je pense qu'il y a probablement une dynamique qui est très différente entre la Suisse et les États-Unis, déjà c'est le facteur d'échelle. C'est vrai, quand on parle de la Silicon Valley, personne n'est de la Silicon Valley, tout le monde vient d'ailleurs, de l'étranger ou d'un autre État. Donc il y aura éventuellement une certaine propension à retourner dans son état d'origine, où là effectivement ça peut engendrer des difficultés. En Suisse, je ne pense pas qu'on soit exposé à la même chose. Mais c'est une bonne question si c'est quelque chose qu'il faudrait consulter un expert. C'est vrai qu'on paye nos impôts dans le canton de Vaud. Si notre force de travail venait à être distribuée, est-ce que ça changerait ces conditions-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour répondre d'un autre côté, je ne vois pas mes collègues non plus exprimer le besoin que de s'expatrier en Valais ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas, peut-être en France ou en Italie ou... Bah, disons que ces jours, c'est pas forcément. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles c'est pas forcément facile. Déjà à la distance, les autres problèmes de taxation et autres. Mais aussi, aujourd'hui, je pense que pour des raisons sanitaires, ne serait-ce que ça, ce serait difficile que d'imaginer aller jusqu'à s'établir, changer de lieu de résidence. À terme, c'est une bonne question. On arrive à la fin de ce live talk. Merci beaucoup Jean-Michel pour votre témoignage et merci à tous d'avoir été parmi nous. Le replay de cette vidéo sera disponible sur la chaîne d'Alpacity et puis on se retrouve cette fois-ci le 9 juillet, jeudi 9 juillet avec Philippe Lambinet qui est CEO de Cogito Instruments et ce sera en direct de Genève. C'est un live talk qu'on organise avec l'OPI. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent après-midi et à tout bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.